On a déjà parlé à quelques reprises de la prostitution sur cette chaîne, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au côté glamour de la profession, les courtisanes. Et plus particulièrement à l'une des plus célèbres d'entre elles, la fameuse Veronica Franco. Vous allez voir comment sa popularité a pu clairement influencer la politique de Venise. On y va. Avant de commencer ce voyage dans la cité des doges, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo. C'est rapide et ça nous aide beaucoup. Une courtisane, c'est un peu différent d'une prostituée. Si on devait comparer avec notre époque, les courtisanes seraient plus proches des escortes actuelles. On paye pour leur compagnie, pour l'image qu'on renvoie avec de superbes femmes à nos côtés. Et bien sûr, le sexe fait partie du package. Les courtisanes sont des femmes belles, évidemment, c'est le premier critère. Mais elles sont également cultivées, et ça fait toute la différence. Elles n'offrent pas seulement leur charme, mais aussi leur élégante compagnie et leur conversation. Les grands de ce monde peuvent sortir avec elles en public, ils n'en ont pas honte, et c'est même un avantage pour briller en société. Bien sûr, ces femmes qui avaient le corps et l'esprit comme atout étaient des exceptions. À Venise, la ville qui nous intéresse aujourd'hui, il y avait près de 3000 prostituées, et seules 200 d'entre elles étaient considérées comme des courtisanes. Ces femmes-là avaient donc un statut privilégié, dû principalement à leur indépendance financière. Cela leur permettait même de se distinguer des épouses de la bourgeoisie et de la noblesse. C'est dans ce contexte que va débarquer celle qui deviendra la plus célèbre courtisane d'Europe. Veronica Franco est née en 1546 de l'union entre Paola Fracassa et Francesco Franco. Sa mère a été durant de nombreuses années une courtisane célèbre. Elle réussit à s'élever socialement en se mariant avec un homme de la bourgeoisie, donc entre le peuple et la noblesse. Mais Paola n'a pas beaucoup de chance en amour. Son premier mari meurt prématurément et elle quitte le second qui est accro au jeu et à la boisson. Elle souhaite tout de même donner une bonne éducation à sa fille et décide donc de reprendre son ancienne activité. Et autre temps, autre mœurs, Veronica fait ses débuts dans le métier aux côtés de sa mère. Leur service est au départ de 2 écus par nuit. Tarif moyen dans le milieu, mais Veronica est populaire, et rapidement, on monte à 15 écus pour seulement un baiser et 50 écus pour passer une soirée en sa compagnie. C'est sa grâce et sa finesse qui lui ouvrent les portes de tous les grands salons vénitiens. Son statut lui permet de choisir ses clients, et pas bête, elle tape dans le haut placé. Il faut qu'ils aient un haut niveau social, culturel et économique. C'est comme ça qu'on évolue en société. Sa renommée est telle qu'elle devient une figure publique dans toute la ville, et même dans toute la région. En 1574, Henri de Valois est nommé roi de Pologne. Sauf qu'en 1575, son frère, le roi de France, Charles IX, meurt à seulement 23 ans. Henri quitte précipitamment la Pologne pour se faire sacrer roi de France sous le nom d'Henri III. On comprend qu'entre la Pologne et la France, le choix était vite fait. L'Italie de l'époque est divisée entre de nombreux royaumes, chacun essayant de renforcer son territoire ou son influence. Pour cela, rien de mieux que de conclure des alliances, surtout avec les pays les plus puissants. La cité de Venise, la Sérénissime, essaye donc de s'attirer les faveurs du nouveau roi de France, et on l'invite donc à passer un séjour dans la ville. Les Vénitiens mettent le paquet. Des banquets somptueux, préparés par les meilleurs cuisiniers d'Europe, des feux d'artifice, des concerts, visite des plus beaux monuments de la ville. Tout y est. Et surtout, cerise sur le gâteau, une nuit passée avec la plus belle courtisane de la ville, Veronica Franco. Apparemment, la nuit fut bonne, puisque le roi consentit à former une alliance entre la France et la République de Venise. C'est la gloire pour Veronica. En même temps, on peut difficilement faire plus prestigieux comme client que le roi de France. D'autant que les rumeurs ne la donnaient pas gagnante. Il faut dire que de nombreux bruits couraient sur Henri III, notamment le fait qu'il préférait les hommes aux femmes. D'ailleurs, une bonne partie de son entourage était composée d'hommes surnommés les mignons. Au moins cette nuit avec une courtisane faisait taire les rumeurs. À moins que cela n'était qu'un plan du roi pour brouiller les pistes. Tout est possible. Elle fréquente beaucoup Marco Venier, neveu de Domenico Venier, sénateur et poète qui devint le mécène de Veronica. C'est grâce à cet homme qu'elle put acquérir un grand capital culturel. Elle peut ainsi briller par sa répartie et même engager des joutes poétiques avec des intellectuels vénitiens. Veronica s'installe dans la paroisse de l'église Santa Maria Formosa, en plein cœur de Venise. Elle organise des concerts,
des débats philosophiques, des lectures de poésie et reçoit les plus grands artistes de la région. Elle a parfois la visite d'artistes internationaux, comme le célèbre philosophe français Montaigne. En 1580, Montaigne la mentionnera d'ailleurs dans son journal de voyage en Italie. Le grand peintre italien Giacomo Robusti, plus connu sous le nom du Tintoret, réalise 2 portraits de la belle. Portrait d'une dame et dame recouvrant ses seins. On peut y voir cette femme au teint de porcelaine, aux traits fins, aux yeux clairs et à la chevelure cuivrée. Il y a également son collier de perles, qui deviendra son signe distinctif. Véronica est au sommet de sa popularité. Elle est riche, a un statut privilégié, rencontre les grands de ce monde, tout lui réussit. Mais tout ça ne dure qu'un temps. Fin 1580, Ridolfo Vanitelli, le précepteur des enfants de Véronica, n'est plus dans les bonnes grâces de la belle. Elle se refuse à celui qui a été un ancien amant. Pour se venger, il décide de la dénoncer auprès du Saint-Office pour impiété et sorcellerie. On ne rigole pas avec ça à l'époque. Véronica est emprisonnée à Venise et son jugement a lieu le 8 octobre 1581. La courtisane fait jouer ses relations et obtient son acquittement. Mais toute cette procédure aura un coût terrible. Véronica perd presque tout ce qu'elle possédait. Son argent et pire, sa réputation. La suite de sa vie est compliquée. Plus personne ne fait appel à ses services, elle ne reçoit plus et n'est plus invitée nulle part. Elle réussira tout de même à fonder un hospice pour les courtisanes malades, ne pouvant plus exercer ou qui veulent changer de métier. Elle écrit également de nombreuses œuvres littéraires dont rien ne nous est parvenu. Pendant 10 ans, il n'y a aucune information sur sa vie, jusqu'au 22 juillet 1591 où Véronica Franco s'éteint à l'âge de 45 ans des suites d'une fièvre. C'est la fin de l'âge d'or des courtisanes de Venise. Des célébrités passant de la gloire à l'indifférence, il y en a plein, et à toutes les époques. Si vous en avez d'autres du même genre, dites-le nous en commentaire. En attendant, si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez la liker et surtout la partager. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux, Instagram et TikTok, dont le lien est dans la description. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.